Je vais passer tout de suite la parole à Pourri Canals, qui se trouve en Catalogne, il me semble. Pourri, à toi. Merci Fabrice, bonjour à tout le monde. Et oui, je suis basée à Tarragone. Donc, je vous montre derrière moi une belle vue d'un des sites sur lesquels je commençais à travailler en Méditerranée, c'est Punta de la Mora, il y a longtemps, m'inspirant justement du Conservatoire du Littoral. Et donc, c'est après, avec Medpan, nous avons créé cette structure qui s'appelle Medpan, réseau de gestionnaires des aires marines protégées en Méditerranée, qui existe comme structure permanente depuis 2010 et qui rassemble de gestionnaires dans 21 pays de la Méditerranée qui sont en charge de la gestion de différents sites côtiers et marins de notre mer. Et notre rôle, c'est notamment de les aider à faire mieux son travail de gestion. C'est de les soutenir et aussi faire des porte-paroles pour eux face à des structures gouvernementales ou même à l'international. Mais aussi, c'est de créer des liens avec des autres structures comme ce que nous allons présenter aujourd'hui pour connecter ces aires marines protégées avec le reste de l'activité de conservation qu'on fait en Méditerranée. Donc, Medpan est basé à Marseille. J'ai mes collègues qui sont là au présentiel chez vous aujourd'hui. Et on travaille, comme je vous dis, depuis 10 ans en faisant toute cette activité de formation, d'organisation d'échanges entre gestionnaires et aussi de mobilisation des ressources, parce que pour bien gérer la nature, on a besoin de ressources. Donc, cela, c'est justement un des points intéressants de notre initiative aujourd'hui. Donc, j'arrête là parce que je pense que c'est intéressant que vous avez la vision de tous nos acteurs et après, vous comprendrez mieux pourquoi on fait cette activité aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Pourri, présidente de Medpan. Je vais passer la parole maintenant à Alessio Satta. Nous allons nous rendre en Italie, en Sardaigne plus précisément, pour retrouver Alessio Satta, qui est coordinateur de l'initiative Medwet. Bonjour à tous. Derrière moi, il n'y a pas c'est pas la Sardaigne, c'est l'Andorre, parce que l'organisation Medwet, l'initiative régionale de Ramsar pour la conservation des zones humides, est composée par 27 pays. Les principales organisations pour la conservation des zones humides en Méditerranée et les mondes scientifiques. Et nous rassemblons presque 200 sites Ramsar, protégés par Ramsar dans tous les pays de la Méditerranée. Et notre objectif, c'est porter la connaissance, échanger la connaissance et surtout aider les pays à réaliser la conservation sur le terrain. Merci beaucoup, Alessio. Nous allons retourner au sud de l'Espagne, à Malaga, pour retrouver Antonio Troya, qui est le directeur du Centre de coopération méditerranéen de l'Union internationale de conservation de la nature. Antonio, à toi la parole. Bonjour, depuis l'Andalousie, depuis le sud de l'Espagne. Mon nom est Antonio Troya et je suis actuellement le directeur du Centre de coopération pour la Méditerranée de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Comme vous le savez, l'UICN, abrégé, est la plus grande organisation environnementale au niveau mondial. Elle a été créée en 1948 à Fontainebleau, précisément, en France. Et c'est une organisation mondiale composée par trois grandes structures, trois grands types de membres. D'abord, presque 200 entre États, gouvernements et organisations gouvernementales sont membres de l'UICN. Presque 1700 organisations de la société civile dédiées à la conservation de la biodiversité et le développement sont membres de l'UICN. Et finalement, plus de presque 15 000 experts, 15 000 scientifiques et bénévoles composent le troisième grand pilier de l'UICN, la science sur ces 6 grandes commissions. À partir de l'an 2000-2001, il a été créé le Centre pour la coopération en Méditerranée de l'UICN, après un accord avec tous les membres méditerranéens de l'Union. Ceci démontre clairement l'engagement de l'UICN pour cette région et l'importance que cette région a au sein du programme global et régional de l'UICN. Je m'arrête ici
et vous pouvez trouver plus d'informations sur le dossier de presse qui a été distribué. Merci. Merci beaucoup, Antonio. Je vais passer la parole maintenant aux acteurs qui sont dans cette pièce que vous voyez autour grâce à cette caméra 360. Je vais passer la parole maintenant à Alain Chaudron, qui est vice-président de l'Association internationale des forêts méditerranéennes et qui en est aussi le trésorier. Alain, à toi. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je représente l'Association internationale des forêts méditerranéennes. C'est une organisation non gouvernementale qui est basée à Marseille et qui fêtera cette année ses 25 années d'existence. Notre but, c'est d'être une plateforme d'échange et de partage d'expériences relatives aux forêts, aux espaces boisés de tout le bassin méditerranéen. Et nous le faisons notamment en mettant en œuvre des programmes ou des projets de coopération avec des pays du Nord, des pays du Sud et des pays de l'Est du bassin méditerranéen. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long lors de cette présentation. Merci beaucoup, Alain. La parole maintenant à Mathieu Thévenet, qui est directeur de l'initiative pour les petites îles de Méditerranée. Bonjour à tous. Oui, je représente l'initiative pour les petites îles de Méditerranée qui a pour but de protéger ces espaces-là. Nous sommes un groupe d'experts de toutes les nationalités méditerranéennes, tunisiennes, marocaines, italiennes, françaises, espagnoles. Et notre spécialité, c'est de travailler sur les milieux insulaires et de protéger la faune et la flore qui les hébergent. Nous voulons plus d'espaces protégés autour des îles et que ces espaces protégés soient mieux gérés. Parfait, merci beaucoup Mathieu. Dernier membre de ce nouveau consortium, la Tour du Vala, et Jean Jalbert, qui en est le directeur. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Oui, la Tour du Vala est en effet un institut de recherche pour la conservation des zones humides du bassin méditerranéen. On y existe depuis plus de 65 ans et notre mission est d'assurer la conservation et l'utilisation durable de ces zones humides qui sont très menacées. Notre façon d'agir, c'est notamment de faire de la recherche, de développer la connaissance, la compréhension du fonctionnement de ces zones humides, des besoins des hommes qui y vivent et qui en vivent, et puis de mobiliser le communauté d'acteurs pour assurer cette conservation durable. Nous travaillons à travers des projets allant de la recherche, la compréhension, la connaissance et la conservation de ces écosystèmes et à l'appui aux politiques publiques. Merci beaucoup, Jean. Je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. On a découpé cette première présentation en 3 parties pour rappeler les enjeux de la biodiversité en Méditerranée. Ensuite, le pourquoi nous avons ressenti tous le besoin d'avoir une union et de se réunir pour la protection de la nature en Méditerranée. Et enfin, nous vous présenterons le consortium en tant que tel, avant de vous laisser la parole pour que vous puissiez poser directement des questions. Je passe tout de suite la parole à Mathieu Thévenet, comme je vous le disais, directeur de l'initiative pour les petites îles de Méditerranée, qui va nous décrire en quelques minutes ces enjeux de la conservation en Méditerranée. Oui, je commence avec un constat un peu général, un rappel sur la biodiversité à l'échelle de notre planète qui, en fait, n'est pas répartie de manière homogène. On a des zones qui sont moins riches en biodiversité et d'autres, à l'inverse, qui concentrent plus d'espèces. La Méditerranée, comme vous le voyez sur cette carte, en fait partie des zones rouges là, qui sont indiquées au même titre que les Caraïbes, que la Cordillère des Andes ou l'Asie du Sud-Est. La Méditerranée fait partie des espaces particulièrement riches à travers la planète. Ce sont des espaces riches, mais ce sont aussi des espaces fragiles, et c'est d'ailleurs cette double caractéristique qui en font ce qu'on appelle des hotspots. On en recense 34 sur toute la planète, et c'est évidemment les zones vers lesquelles nos efforts doivent se concentrer si on veut contrer l'érosion de la biodiversité qui affecte toute la planète. À l'intérieur de cette zone méditerranéenne, donc vous savez que la mer Méditerranée est la mer la plus grande de plaine, donc on parle d'un espace assez large. À l'intérieur de cette Méditerranée, on a une diversité d'habitats, d'écosystèmes, dont certains d'entre eux ont également une haute valeur écologique.
peut citer parmi eux les forêts méditerranéennes. On peut citer les fameuses zones humides, donc les étangs, les lacs, les rivières qui composent notre Méditerranée. On peut citer aussi les îles, qui sont des espaces à l'intérieur de ce bioscope Méditerranée qui concentrent particulièrement encore plus de biodiversité et d'enjeux environnementaux. Quelques chiffres, la Méditerranée, c'est 17 000 espèces. On parle de 20 à 30% d'endémisme. Chez les plantes, l'endémisme, pour rappel, c'est lorsqu'une espèce est endémique, elle est présente qu'à un seul endroit sur la planète. Lorsqu'on parle d'espèces endémiques à la Méditerranée, elles existent en Méditerranée. Chez les plantes, ce taux d'endémisme atteint 50% des espèces méditerranéennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Méditerranée est un espace singulier, mais ça veut dire aussi que les Méditerranéens ont une responsabilité de conservation pour toute la planète. C'est-à-dire que si nos espèces disparaissent, c'est le patrimoine mondial qui disparaît. Sur les 17 000 espèces dont je vous parlais, 21% d'entre elles sont vulnérables et 11% sont en voie de disparition. Voilà, donc des chiffres simples pour dire que la Méditerranée est fragile et qu'elle nécessite d'être protégée. Merci beaucoup, Mathieu. Nous allons poursuivre cette présentation pour justifier ce besoin qu'ont eu les 6 membres de ce consortium de se réunir. Et pour ça, je vais passer tout de suite la parole à Pourri Canals, qui va nous expliquer un peu comment la Méditerranée est d'ores et déjà fait l'objet déjà d'appui de la part de grandes organisations internationales, de multiples organisations, mais que malgré tout, il y a besoin d'avoir une meilleure coordination. Pourri, à toi l'honneur. Bon, merci, Fabrice. En fait, je veux commencer pour rappeler, comme suite à ce que Mathieu vient de dire, que cette biodiversité méditerranéenne, c'est une biodiversité qui a évolué accompagnée des humains, accompagnée de la société humaine. Et que c'est justement cette biodiversité que nous avons dans le bassin méditerranéen qui c'est un élément d'identité de notre société aussi. Donc c'est pour cela que c'est très important d'avoir une implication sociale très forte pour la protéger, parce que c'est une manière aussi de protéger notre histoire, notre identité, nos éléments en commun dans l'ensemble du bassin. Et ce sont des facteurs que souvent sont oubliés, ces dimensions plus sociaux de la nature et de la biodiversité. Mais aujourd'hui, les enjeux sont vraiment difficiles à résoudre parce qu'on parle de perte de biodiversité à cause de pratiques qui ne sont pas durables, soit en mer, soit en terre. Mais on parle aussi des impacts des changements climatiques, que comme vous le savez, en Méditerranée, nous sommes l'une des zones de planète qui va souffrir les plus hauts impacts des changements climatiques. Donc tout cela, ça nous pose dans une situation que même qu'il y a déjà un grand nombre d'institutions, surtout à caractère méditerranéen, mais même international, qui agissent en Méditerranée, qui ont des programmes ciblés sur la Méditerranée, ça ne suffit pas vraiment pour pouvoir faire face à toute cette vitesse des changements, pour pouvoir être résiliente comme une société avec une nature qui doit être conservée. Il faut vraiment s'organiser ensemble. Donc aujourd'hui, on trouve, je viens de présenter un petit peu mon organisation, Medpan, qui cible sur la gestion d'aires marines protégées. Vous avez vu nos collègues sur les zones humides, sur les forêts. Donc il y a déjà une grande connaissance, une grande expertise de protection spécifique pour certains écosystèmes. Et c'est déjà très positif. Mais ça ne suffit pas. En même temps qu'on continue à faire notre spécificité, il faut qu'on trouve aussi une dimension de travail coordonnée ensemble et qui nous permet d'aller un petit peu plus au-delà dans les niveaux techniques, les niveaux des activités, mais surtout aller au-delà au niveau du message qu'on passe à la société. Il faut absolument qu'on reconnaisse la nature méditerranéenne, la biodiversité méditerranéenne comme une biodiversité d'autres valeurs, comme une biodiversité sur laquelle on ne continuera pas à être des sociétés méditerranéennes. Et ça, c'est un message qu'on ne peut pas le faire seulement Medpan, qu'on ne peut pas le faire seulement l'une de nos institutions. Il faut qu'on les fasse tous ensemble. Et c'est pour cela que c'est très important de bâtir sur ce qu'on connaît déjà, sur nos capacités, sur tout le travail que nous avons fait pendant des décennies, mais pour aller plus loin et pour y aller tous ensemble et vraiment
inviter même d'autres acteurs dans la région Méditerranée à nous rejoindre dans cette mission, qui est une mission absolument pour les biens communs. Ce n'est pas une mission d'intérêt particulier pour chacun de nous ou nos organisations. C'est une mission qui concerne tout le monde. Et c'est justement avec cette envie que les acteurs que nous sommes aujourd'hui, et j'imagine qu'il va y avoir d'autres qui vont nous rejoindre dans l'avenir, mais au moins ceux que nous sommes aujourd'hui, nous sommes convaincus de qu'il faut faire ça tous ensemble. Donc voilà, j'arrête ici parce que je pense que le message est passé. Vous avez vu qu'on existe depuis longtemps, mais on peut maintenant exister avec un travail conjoint, avec une bonne coordination et des objectifs qu'on ne pourrait jamais atteindre nous seuls. Merci. Merci Pourri. Effectivement, comme tu l'as rappelé, dans la Méditerranée, les relations entre l'homme et la nature sont ancestrales. L'une a influencé l'autre, la culture, notre histoire et la cohabitation homme-nature est vraiment au centre du dispositif en Méditerranée. Et ce qu'on souhaite maintenant, c'est que cette cohabitation soit aussi confortée par une approche méditerranéenne intégrée entre les différentes institutions. Et là, je vais passer la parole à Alessio Satta, qui va poursuivre sur ce sujet. Alessio, à toi. Merci Fabrice et merci beaucoup Pourri. Tu me permets de bâtir immédiatement sur tes paroles. Et sur le fait, nous avons senti les besoins d'échanger d'approche. On a senti les besoins d'échanger d'une approche, une vision sectorielle, une approche multibiome. On a senti la nécessité de coopérer entre acteurs qui s'occupent des différents biomes, des forêts, des littoraux, des herbières, des zones humides. Ça, c'est effectivement comment dire, une nouvelle expérience en Méditerranée. D'ailleurs, on sait très bien que les processus qui lient les biomes entre eux et les biomes avec les espèces sont complexes, qu'une intervention effectuée dans un lieu géographique spécifique en Méditerranée aura des effets, des répercussions imprévues dans différents endroits et aussi dans des années plus tard. À cet égard, les partenaires du consortium se sont retrouvés dans une approche écosystémique, une stratégie basée sur la gestion intégrée de ces écobiomes. En même temps, comme un des pères de la conservation de la nature nous a enseigné, Luc Hoffman, qui est en même temps cofondateur de WWF et fondateur de la Tour de Valle, il n'y a pas de conservation s'il n'y a pas de connaissances de recherche scientifique. Et c'est là aussi que, comme consortium, nous essayons de porter une valeur ajoutée, de travailler pour harmoniser les connaissances scientifiques avec notre capacité d'agir sur le terrain et finalement de constituer un partenariat entre chercheurs, experts, gestionnaires, la société civile pour atteindre d'un côté des résultats effectifs, mais en même temps durables dans le temps. Merci. Merci beaucoup, Alessio. Donc là, on a compris la prise de conscience qu'avaient les différentes organisations internationales de Méditerranée de cette nécessité de travailler ensemble. Et maintenant, on va vous expliquer plus précisément en quoi le consortium méditerranéen pour la biodiversité, qui va signer aujourd'hui son protocole d'accord, est pour nous une solution, un premier pas pour partir dans cette direction d'une concertation, d'une coordination des actions pour une meilleure protection de la biodiversité. Je vais passer la parole à Alain Chaudron de l'AIFM qui va commencer à nous expliquer l'enjeu et le pourquoi de ce en quoi le consortium est une solution pour nous. Merci Fabrice. Je vais donc m'efforcer de montrer en quoi ce consortium est utile. La première chose qui me paraît notable, c'est que ce consortium regroupe tous les espaces naturels méditerranéens, donc sur terre et sur mer, les îles, les zones humides, les espaces boisés. Et c'est important parce que la biodiversité ne se découpe pas en tranches. Le deuxième point, c'est que ce consortium est une solution donc, pour répondre de manière coordonnée et de manière inclusive aux menaces et aux enjeux qui ont été décrits par les précédents intervenants. Alors, comment allons-nous répondre? Eh bien, de diverses manières que je citerai très rapidement et qui seront développées par les deux personnes qui parleront après moi. Donc, par la mise en œuvre de projets
et d'actions concrètes sur le terrain, par des retours d'expérience, par des échanges de bonnes pratiques à tous les niveaux et entre tout type d'acteurs, et puis aussi en faisant remonter des alertes lorsqu'une menace particulière se présente. Et donc, en résumé, ce consortium est vraiment un outil tout à fait important et tout à fait innovant. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, Alain, effectivement, de toute cette complémentarité qui permet de présenter déjà les grandes lignes de ce que va faire le consortium à l'échelle notamment régionale. Je passe maintenant la parole à Jean Gimbert, directeur de la Tour du Valat, basée en Camargue, pour poursuivre ces présentations du consortium. Merci Fabrice. Oui, vous l'avez compris, donc ce consortium a vocation, a l'ambition d'être un acteur de terrain qui appuie la mise en œuvre concrète d'actions avec les acteurs locaux, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux. La force de cette alliance inédite, pour nous, réside à la fois dans le fait que ce sont des organisations qui ont une expertise reconnue, qui ont une expérience approfondie du bassin méditerranéen, et surtout qui mettent en synergie ces compétences, qui mettent en synergie leur réseau, qui travaillent dans une approche transversale pour une coordination plus efficace des actions à toutes les échelles confondues, locales, nationales ou régionales. Polycanal nous a dit tout à l'heure à quel point la Méditerranée est une région particulière, une région où l'homme et la nature ont coévolué. Une région, c'est aussi la région de toutes les tensions, démographie, économique, sociale, instabilité institutionnelle et politique. Et on voit qu'aujourd'hui, cette coévolution est menacée. On a franchi un seuil. Et pour nous, il est clair que le futur de la Méditerranée ne s'écrira que si on est capable de retrouver cet équilibre, de réconcilier l'homme et la nature. Et un des concepts sur lesquels on entend s'appuyer fortement dans le cadre des activités concrètes de ce consortium, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. On l'a vu, cette biodiversité est un patrimoine extraordinaire en Méditerranée, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un peu notre assurance vie sur cette biodiversité, sur ces écosystèmes que le développement, que notre futur des populations, des communautés méditerranéennes doit s'écrire. Nous sommes confrontés à des défis sociétaux majeurs, le changement climatique, la sécurité alimentaire, les ressources en eau, la santé, les risques naturels. Dans tous ces domaines, dans tous ces défis sociétaux, la nature est une réponse efficace, peu chère, facilement mobilisable pour peu qu'on y mette de la volonté. Et c'est bien l'enjeu sur lequel on entend appuyer et démontrer sur des sites, sur des exemples concrets, que cette nature est notre trésor le plus cher, notre solution la plus importante et la facile à mobiliser face à ces défis sociétaux. Pour finir, je veux juste rappeler que ce consortium n'est cependant aucun mécanisme, et donc son efficacité, son impact reposera vraiment sur notre capacité à lier les acteurs, à être une interface active, opérationnelle, et à convaincre ces acteurs de cette nécessité de décloisonner les approches et de travailler en phase. Merci beaucoup, Jean. Pour conclure et revenir un peu sur ce qui a été présenté jusqu'à présent, je vais passer maintenant la parole à Antonio. Antonio, je t'en prie, à toi. Merci Fabrice. En tant que corollaire, je dirais que nous nous trouvons aujourd'hui devant le lancement d'un instrument innovateur pour la conservation de la biodiversité dans la région méditerranéenne. Et je voudrais souligner, après tout ce qui a été dit, 4 points principaux pour essayer de définir le squelette de cette initiative. En premier lieu, devant des défis communs en Méditerranée, nous aurons besoin de développer des solutions communes. Ce consortium contribuera à apporter les solutions nécessaires en travaillant avec toutes les parties prenantes régionales, nationales et locales. Et pour cela, en deuxième lieu, ce consortium apporte une diversité intrinsèque de thématiques, d'expertise et d'expérience de travail dans le bassin méditerranéen. Cette diversité et richesse sera mise à la disposition des pays pour développer des projets innovants qui répondent aux défis de la conservation et du développement en Méditerranée tel qu'il a été exprimé par mes collègues auparavant. Et de ce fait, ils cherchent donc, en troisième lieu, à unir les efforts, chercher des complémentarités
et mutualiser les ressources qui permettra aux organisations de ce consortium de développer des initiatives à plus large échelle, d'avoir plus d'impact et de résultats et d'informer les politiques et les stratégies en Méditerranée. Et finalement, ce qui est aussi très important, comme le disait Jean avant, un nouveau mécanisme, ce consortium répondra également aux besoins des bailleurs de fonds qui cherchent de plus en plus à financer des projets complexes, régionaux, multi-pays et multithématiques. Il aura donc la capacité de soumettre des projets de cette envergure en Méditerranée et de veiller à leur mise en œuvre en suivant les plus hauts standards de gestion, de suivi et d'évaluation. Voilà, je m'arrêterai ici, comme j'avais dit au début, comme corollaire de tout ce que nous avons exposé jusqu'à présent. Merci, Fabrice. Merci à tous et à chacun. Comme vous l'aurez compris, on est ici dans une démarche totalement inédite, même à l'échelle internationale. C'est la première fois que des acteurs qui réunissent des chercheurs, des gestionnaires, des institutions nationales ou locales, des différentes collectivités s'unissent. Et là, on sent bien que cette union est vraiment faite sur le constat qu'il y a urgence en Méditerranée, urgence à l'échelle mondiale. Il faut intervenir et c'est la première fois que ces écosystèmes, ces gestionnaires, ces acteurs des îles, des aires marines, des zones humides, des forêts et même des autres écosystèmes vont travailler ensemble. Et comme le disait Antonio, effectivement, ça interpelle des bailleurs de fonds et d'ores et déjà, nous nous sommes réunis afin d'écrire tous ensemble un gros projet qui semble intéresser deux grands bailleurs de fonds internationaux, qui sont l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, qui souhaitent nous accompagner dans les prochains mois pour ce projet. Nous vous en dirons plus sans doute en septembre, au moment du Congrès mondial de l'UICN, s'il a lieu à Marseille à ces dates-là. Et sachez qu'on va communiquer sur ce projet à ce moment-là. Donc, si vous souhaitez prendre la parole et poser des questions, je vous laisse lever la main et